Bonjour et bienvenue sur Miasme TV. Dans le cadre de Génération Cité d'Or, le numéro 2, nous avons le plaisir d'inviter aujourd'hui Peter Knight. Bonjour Peter. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde. Alors, pour ceux qui ont suivi un petit peu le début de cette campagne de Génération Cité d'Or numéro 2, nous avions fait un direct chez Elisabeth de Caligny. Peter devait être présent et puis il a eu des problèmes d'embouteillage. Et donc, il arrivait un petit peu tard et au moment où on a coupé le direct, voilà, eh bien, Peter m'a appelé à ce moment-là. Donc, c'est pas grave. On a dit qu'on reporterait cet entretien avec Peter. Et puis, comme ça, en plus, comme Peter est un grand bavard, vous allez voir, ça va lui permettre, ça va lui laisser le temps de s'exprimer. Et je suis sûr que ça va faire plaisir au moins à Free Eagle qui t'attendait avec une grande impatience. Voilà. Alors, dans ce numéro 2 de Génération Cité d'Or, donc je rappelle, la campagne de précommande, c'est jusqu'au 18 août, donc il vous reste encore un peu moins d'une dizaine de journées. Peter nous a envoyé un très gros article qui s'appelle « Le code Adamski de l'énergie libre à la méta-humanité », tellement gros qu'on l'a divisé en deux parties. La deuxième partie sera dans le numéro 3, sauf si, je vous le rappelle, eh bien, si on atteint un des seuils prévus lors de cette précommande, qui est le 3e seuil, c'est-à-dire 1000 précommandes, permettra d'avoir l'intégralité de l'article de Peter, donc c'est quasi 32 pages dans ce numéro-là. Pour le moment, on n'y est pas encore, on en est tout juste à atteindre à 50% du premier seuil, donc on compte sur vous pour pouvoir nous aider à atteindre, dépasser ce premier seuil et puis aller sur les seuils suivants. Mais avant de parler en quelques mots, on ne va pas tout vous dévoiler de ce très grand article de Peter. Moi, ce que je voulais, c'était découvrir Peter, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude, on l'a déjà vu sur plusieurs autres médias, mais en réalité, il y a un pan, une facette de Peter qu'on n'a pas encore explorée. Eh bien, c'est toute l'origine de Peter. Qu'est-ce qui l'a amené à s'intéresser à la question UFO? Comment est-ce qu'il en est arrivé à découvrir ce code Adamski? Et voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble avec Peter. D'où vient j'allais dire d'où vient Peter Knight. En tout cas, c'est ce qu'il va nous expliquer. Donc, la toute première question, Peter, alors, qui est peut-être un peu indiscrète, mais tu as quel âge? Bon, je ressens pas mon âge du tout, parce que je fais de la culture physique, du yoga et de la méditation et de la contemplation en même temps. Et ça, c'est dû à plusieurs années quand j'étais jeune. Il m'est arrivé plusieurs choses. C'est pour ça que j'en ai écrit un extrait dans le 2e tome qui s'appelle Le dossier secret des envahisseurs. Donc, j'ai écrit mes voyages transdimensionnels. C'est pas du baratin, c'est la réalité. On est tous transdimensionnels, donc finalement, on représente une porte, un portail de l'univers invisible. C'est pas parce qu'on est projeté dans la matière que on est des êtres appartenant au monde de la matière. Donc en fait, on est des êtres de passage pour informer ceux qui croient qu'ils sont ad vitam projetés dans l'univers de la matière pour avoir de l'argent, etc. On peut les avertir qu'il ne s'agit pas du tout de ça, puisque une fois qu'on repart, on repart avec notre imaginaire et ce que l'on a alchimisé, et pas du tout avec de l'argent, etc. Tout ça, ce sont des croyances d'un système extérieur qui n'existe pas comparé à l'être intérieur, à l'être invisible. Ça fait partie de la métaconscience. Donc c'est ce que j'ai compris durant mes voyages quand j'étais jeune. Cette métaconscience agit d'une manière phénoménale dans le monde de la matière, et c'est ce qui fait que
l'univers invisible est plus important, c'est la partie la plus invisible de notre être et la partie la plus importante qu'il faut exprimer et que personne n'exprime quasiment, même pas les religieux, puisque les religieux sont dans une croyance, alors qu'il ne s'agit pas de croyance, mais d'un état d'être phénoménal, comme l'a dit Bruce Lee. Je me suis beaucoup intéressé à Bruce Lee et à tout. Quand on suit les préceptes de Bruce Lee, on s'aperçoit très très vite qu'on est enfermé dans aucune limite, puisque le Bruce Lee disait qu'on était sans limite, il n'y a que des niveaux à dépasser. Il dit que même il ne faut pas rester dans ces niveaux-là, quitte à mourir. Donc, il le dit, hein, quitte à mourir. Bon, il donnait tout un enseignement du taoïsme, Bruce Lee, et du bouddhisme, surtout du Kala Chakra, ce que j'ai découvert presque par hasard. Il était très bouddhiste tibétain, presque Bruce Lee. Peut-être ne le savait-il pas, mais il avait 4000 livres là-dessus, sur les différents mythes, les différentes, comment on peut dire, religions, soit du monde entier, possédait une science colossale. Et moi, j'ai suivi ça depuis depuis très très jeune, quand j'ai vu Bruce Lee au cinéma, et j'ai su que c'était un des plus grands maîtres du monde, avec la pensée des anciens maîtres orientaux, puisqu'il avait fait les écoles de Shaolin, de toute la baie de Hong Kong, les plus grandes écoles, pour incarner les figures animales, les 108 figures, 108 qui représentent encore un chiffre. On retrouve 108 dans les perles des moines tibétains du Kala Chakra et les 108 codex mayas. Donc on est là dans un processus qui fait que Bruce Lee a fait ses films, et les images qui sont incrustées dans les films de Bruce Lee sont des codes, des cryptogrammes pour nous avertir de quelque chose qu'on ne connaît quasiment pas. Donc Bruce Lee, c'est pas parce qu'il était acteur que c'était un être superficiel, c'est au contraire, il a voulu utiliser Hollywood et malheureusement, à mon avis, on l'a tué du fait qu'il avait une science absolument incroyable. Voilà. Donc j'ai suivi ça. Hollywood, effectivement, l'a tué. Et je pense qu'on reviendra tout à l'heure un peu plus en profondeur sur effectivement les principes de Bruce Lee. Alors, vous l'avez compris, hein, je posais juste une simple question à Peter. Quel âge as-tu? Oui, Voyez, on est déjà parti. En fait, j'ai expliqué que depuis mon enfance, où j'ai vécu des choses absolument incroyables qu'on pourrait voir dans les films de science-fiction d'Hollywood, je les ai réellement vécues physiquement, et j'étais très étonné d'avoir été rebuté par des gens de l'ufologie mondiale, de l'ufologie, qui m'ont pris pour un escroc, alors qu'en fait, c'était faux. Et la plupart, bon, j'ai pu, avec Rox Soccer, publier certains articles. On peut se demander comment j'écris ça, je le dis. C'est toute une préparation méta-humaine dans mon esprit. Il y a une architecture. Et quand je pense, je peux me lever la nuit en plein sommeil. Il y a une idée qui me vient en plein sommeil, à travers une vision, ce qu'on pourrait appeler un songe ou je ne sais quoi. Et je peux traduire cette pensée méta-humaine pour en faire des articles. Et c'est très structuré, c'est une architecture carrément du verbe, une structure particulière que j'aimais d'une certaine façon, avec une certaine métaconscience, et qu'il faut comprendre. Depuis que je suis petit, je suis comme ça. Je me ramassais des baffes par les copains à l'école, des coups de poing dans le ventre, etc. On m'attaquait même quand je passais en vélo devant. Ils m'attaquaient parce que je disais ces choses, et je continue de les dire, et encore on veut m'attaquer tout le temps. Voilà. Alors, on va gratter un petit peu cette partie-là de ton enfance. Alors, comment ça se caractérisait déjà si jeune, cette méta-humanité? C'est déjà pour que ça puisse se manifester. Tu avais déjà eu une rencontre ufologique, ou ça s'est manifesté naturellement, on va dire? Ça s'est manifesté instantanément dès que je suis né. J'avais déjà un transport de mémoire. C'était une affaire, un rayon mnémonique, je pense, donc qui trimballait un bagage d'une super mémoire, d'une conscience qui était absolue dans l'univers relatif. Ça m'a complètement jeté dans comment on peut dire, dans une sorte d'aventure, dans un contexte qui faisait que ce que je voyais, personne ne le voyait, et j'étais étonné parce que c'était aussi physique. C'était même beaucoup plus physique, ce que j'appelle ultra-physique. Pour aller à l'ultra-physique, ça n'est pas l'astral. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se trompent avec cette histoire de matrice,
de tout ce qui est virtuel, etc. Tout ça, c'est pas ça. Hein. Alors là, c'est à côté de la plaque, ça. La matrice fait partie de l'intellect humain pour construire des machines et de l'argent. Non, non. Ce qui est gratuit, c'est la nature qui représente un contexte hyper naturel pour devenir surnaturel. Tout dans la nature vous dit te dit ce que tu dois être, Antoine. En fait, les 4 éléments de base mènent au 5e élément. Le 5e élément mène au 5e règne et le 5e règne mène à la 5e essence qu'on appelle quintessence. Et cette quintessence se produit dans l'univers non linéaire, c'est-à-dire un non temporel et non linéaire. C'est cela qu'il faut déclencher, comme vous aussi avez découvert, comme je le dis toujours, entre les organes, comment on peut dire, on appelle ça un circuit imprimé, du dragon d'or ou du cobra d'or. C'était des écoles qu'il y avait en Égypte, hein, que ce soit du dragon ou du cobra, c'était en Égypte, on enseignait ça. Et pour déclencher le processus électromagnétique entre les glandes qui deviennent des ampoules. Et là, on allume la maison à l'intérieur, quoi. Et on ouvre le portail interdimensionnel à travers le plexus solaire par compression de l'énergie. Ça, c'est un savoir ancien. Et de la tête aux pieds, on devient polaire. C'est-à-dire la tête, avec sa magnétite dans le cerveau, rejoint le pôle où il se trouve une immense magnétite qui a été inscrit sur des cartes lues par John Dee et Mercator. Enfin, ça, c'est le processus qui nous mène à une autre terre, une terre éternelle qu'on appelle Arcadia, ou l'arc, ou l'arche. Il faut savoir que les pyramides, on les appelait, pas les pyramides, ça c'est très jeune comme mot, c'était les arches ou les monts, ou les montagnes. Donc, il y a une montagne au pôle, un mont qu'on appelle le Rupes Nigraetissima, ça peut être un volcan, souvent ce sont des volcans comme le mont Shasta où on voit des phénomènes dits extraterrestres au mont Shasta ou le Popocatépetl où on voit des disques volants sortir du Popocatépetl avec des tubes. Le dernier tube qui avait été filmé, c'est un tube d'au moins 1 kilomètre de long qui est entré dans le Popocatépetl. Ça, tout le monde l'a vu hein, sur Internet ou sur les journaux. C'est le secret de la Terre, les cratères, c'est le cosmotellurisme géré par une humanité dont parle Jacques Vallée. Et Jacques Vallée a trouvé finalement qui sont ces gens qui pilotent ces disques volants. Comme moi-même, je savais exactement qui c'était aussi. Et ce ne sont pas des extraterrestres. Jacques Vallée l'a dit et moi aussi je le dis. Parce que c'est la vérité. Il n'y a pas de tierce personne dans un univers extérieur. Ça, dans le bouddhisme du Kala Chakra, on dit qu'il ne faut penser à rien à l'extérieur. Tout est à l'intérieur, le monde même est à l'intérieur, l'univers est à l'intérieur, et c'est par compression qu'on y arrive, et on atteint un micro-monde. Et c'est le secret pour atteindre une terre ancienne, cette terre dont on hérite, si on comprend nos 4 éléments de base, la terre, l'eau, l'air et le feu, et le 5e élément étant l'électromagnétisme de la planète qu'on appelle Zeus, quoi. Qu'on appelle Jupiter ou Zeus. Alors, on revient donc à ce que tu voyais quand tu étais jeune. Ça se caractérisait comment? Qu'est-ce que tu voyais que les autres ne voyaient pas? Et quand tu en parlais à tes parents, quelle réaction ils avaient? Je n'ai pas pu en parler à mes parents. J'avais une autorité en moi qui me permettait de me taire, même à l'école, parce que je vivais une autre vie et même encore à l'heure actuelle, je vis une autre vie, mais il a fallu que je mette du temps. Ça a mis jusqu'à maintenant pour comprendre tout ça et pour en faire une synthèse, pour faire des articles d'ailleurs. J'ai jamais pu en parler dans le domaine de l'ufologie à ceux qui sont soi-disant, comment on peut dire, des chefs, je sais pas comment on peut dire ça, de l'ufologie, qui font des revues, etc. Toi, tu fais faire des revues, on parlera de ça, mais j'ai jamais pu, on m'a fermé le bec, quoi, d'une certaine manière, en disant des choses dans mon dos, alors qu'en fait, c'est faux, tout est faux. Je n'ai pas du tout été conditionné par mon père, mais je vais t'expliquer pourquoi je voyais ces choses. Mon père était en lien avec ça. Il a été élevé par une caste secrète à partir du Brésil, parce que d'Espagne, ses parents, son père et sa mère sont allés au Brésil, et au Brésil, il s'est passé certainement quelque chose où mon père a été élevé par une tierce personne, mais un groupe très certainement, puisque c'était des gens très très riches, ça je l'ai su par la famille, et on ne sait pas qui étaient ces gens très riches,
mais mon père a eu accès à une connaissance puisqu'il n'est jamais allé à l'école, puisque les gens riches ne vont pas à des écoles comme nous, comme toi ou moi, ils vivent autrement. Hein. Donc c'est un précepteur qui lui a donné des informations absolument incroyables. Moi je connaissais tout sur Tesla dès les années 60, comme mon père en parlait. Au cours des années 60, jusque dans les années 70, mon père avait un savoir sur Tesla, alors qu'en fait dans les livres Guittara, de Robert Charroux, de Jimmy Gueux, il n'y avait pas le nom de Tesla dans ce qu'il disait. Il y avait Edison, Marconi, mais il n'y avait jamais Tesla. Et tu peux regarder, hein, tu peux regarder les livres. Jamais on a su ça. On a su ça que début des années 90, fin des années 80 sur Internet, ce qu'avait fait Tesla, comme son condensateur discoïdal, sa soucoupe volante, les plans de sa soucoupe volante, qu'il voulait présenter à la Convention de Genève pour l'accès à l'énergie pour toute l'humanité, pour pas qu'on soit lésé, pour pas qu'on soit nivelé aux consortiums pétroliers qui sont très dangereux en fait. Ils veulent qu'on soit empoisonné et qu'on soit nivelé qu'à la pharmacopée chimique, au consortium pétrolier, relié par Donald Rumsfeld, Bill Gates, et Bush, le père Bush, etc., dont le grand-père était bailleur de fonds des affaires d'argent d'Adolf Hitler. Donc il faut comprendre ce que c'est que ce nazisme et pourquoi le nazisme perdure à l'heure actuelle à travers des gouvernements délétères et ce que c'est que Rothschild, Rockefeller, qui sont reliés au Khazars, qui sont représente un empire criminel. Finalement, cet empire criminel décrit par une chercheuse qui s'est occupée de l'affaire du crash de l'avion avec le gouvernement russe à l'intérieur qui s'est crashé, etc. Toute cette affaire rejoint une guerre secrète de la guerre froide qui continue, qui perdure de nos jours, pour empêcher l'homme d'accéder à l'énergie libre qui est nivelée au consortium pétrolier et qui fait que c'est Jane Burgess-Mester, voilà, qui a annoncé que le gouvernement américain était criminel, mais puisque c'est le même gouvernement en France maintenant pour perdre l'Europe, comme l'a annoncé d'ailleurs Jacques Vallée quand il dit que ce ne sont pas des extraterrestres, que c'est un gouvernement central clandestin qui opère et qui veut la destruction de l'Europe, quoi. Donc c'est ce qui se passe à l'heure actuelle et c'est pourquoi il faut être très au courant, un peu comme un super-héros, très au courant de qui on est, quel est notre alter ego, puisqu'on est double, hein, il faut le savoir, on a le petit, le grand, le fini, l'infini, le mortel, l'immortel en soi, et il faut relier, fusionner ces deux côtés pour devenir un troisième être très mystérieux, qui est le méta-humain, fondamental pour la création, afin de gérer la création dans ces quatre éléments pour le bien de tous. Et sans l'argent, il n'y a pas d'argent dans ce contexte-là, c'est l'or en soi, tous les éléments, à l'état d'oligo-éléments, tous ces éléments qui deviennent la pierre de fête, quoi, le joyau qui, par compression, comme on représente cette unité de carbone comme le diamant, devient le diamant, comme je le dis toujours, le dieu amant, l'aimantation du dieu en soi, qui est la puissance même de la nature pour devenir surnaturel. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? Mon père, donc, était affilié à cette caste secrète très riche et certainement très puissante, puisque j'ai pu voir ce qu'elle faisait avec des disques volants. Mon père était emmené dans des disques volants. J'étais protégé par une dame. Il y avait des êtres en combinaison argentée qui pouvaient traverser les murs en générant un super champ magnétique dans leur objet volant. L'objet pouvait traverser la pièce grâce à un super champ tournant, super magnétique. Et je voyais la colonne centrale de l'objet volant rayonner. Je pouvais voir comment on appelle ça, des nodules de lumière s'échapper de la colonne centrale de l'engin qui pivotait, qui pouvait tourner soit à droite, soit à gauche. Moi-même, je pouvais le faire aussi. Une fois que j'étais dans l'engin, je pouvais générer ce champ magnétique venant de cette colonne centrale. Et ces êtres étaient irradiés. Il y avait une radiation de la colonne centrale qui métamorphosait ces êtres en pur diamant, c'est-à-dire ils étaient semi-transparents, furtifs, quoi. Et je pouvais moi-même devenir furtif. Je voyais qu'ils emmenaient mon père. Curieusement, mon père était endormi, moi j'étais éveillé. Il y avait toujours la même femme qui était pilote de cet engin, et il y avait moins 6 ou 7 personnes là-dedans. Et cet équipage mystérieux
générer une longueur d'onde, comme cela est dit dans les romans de Doc Savage. Doc Savage génère un chant, le super-héros Doc Savage, dans les romans, la mélodie de la mort. Il faut lire la mélodie de la mort, il faut lire la mort froide et le pays de l'éternelle nuit pour voir à ce qu'on a à faire d'une manière cryptée. Et tout est vrai dans les Doc Savage. Donc, ceux qui ont écrit Doc Savage étaient en relation soit avec Nikola Tesla, qui avait créé sa soucoupe volante, comme René Cousinet, des années plus tard, crée le même genre de soucoupe volante, son Aérodyne, et en annonçant à Paris Match qu'il le construira en 9 mois pour un disque volant de 30 mètres de diamètre, puisque sa maquette de 6 mètres de diamètre fonctionnait, tournait sur elle-même et s'élevait. Il avait annoncé à Paris Match qu'il faisait le modèle définitif de 30 mètres de diamètre pour un équipage de 8 membres qui mettrait 9 mois. Au bout de 5 mois, on l'a retrouvé assassiné parce qu'il n'avait pas l'aval de ce que je dis, de cette société secrète, certainement, où mon père a été élevé. Je ne sais pas du tout ce qui se passe avec ça. Je reste encore étranger quand même avec ça, mais je sais que les rapports que j'ai eus font partie du contexte de l'opération Philadelphia. Ça, je l'ai su en lisant l'opération Philadelphia de Charles Berlitz, où il fait des révélations absolument phénoménales sur le fonctionnement des champs tournants. Il faut savoir, par exemple, que les yachts les plus évolués, ceux de Bill Gates, etc., ont un champ tournant pour empêcher de tanguer. Mais ça ne suffit pas, il y a autre chose dans le champ tournant. Après le yacht, c'est le disque volant construit par cette race qui est sur la Terre, au fond des eaux, qui ont construit des dômes sur la Lune, sur Mars, et qui ont contacté les nazis. Pour resituer, tu avais quel âge donc, quand tu as vu ton père À partir de 2-3 ans, je voyais déjà tout ça, parce que je pense que mon père était implanté quand ils allaient le chercher. D'accord, et ils allaient le chercher régulièrement en fait? Oui, régulièrement. Et je peux même dire, ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas le rapport, dans les années 80, il y a eu un rapport d'être, parce que se matérialiser autour de mon père quand il dormait dans le lit, je pouvais voir à peu près 8 ou 9 hommes avec des capuchons de religieux, avec une grande robe. Et ça a été vu dans le Jura par un témoin dans les années 80. Il a vu dans des disques volants. Curieusement, il dit que la lumière était blanche et bleue. Et c'est ce que j'entrais dans ce disque. J'étais noyé dans une lumière blanche et bleue. Et c'est ça qui m'ouvrait l'esprit d'une certaine manière. Ça atteignait mon cerveau, cette lumière. Et la radiation de la colonne centrale générait un champ magnétique autour de mon corps et je devenais tout blanc lumineux. C'est notre véritable moi cosmique qui peut, par les ondes gravitationnelles, émettre le champ magnétique et un champ spécifique électromagnétique, une longueur d'onde cosmique qui fait qu'on devient des êtres illuminés et on peut échapper à la mort avec ça, que j'ai vécu quand j'étais petit. Puis en allant de plus en plus à l'école, j'ai été mis dans une dualité terrible et après, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'étais à l'école, c'est-à-dire ça m'a fermé mon univers dans lequel j'allais. Je peux raconter exactement ce qui se passait, j'en parle dans mon deuxième tome et la plupart du temps, cette dame qui pouvait s'élever dans le disque volant, elle pouvait atteindre l'antigravité elle-même, cette dame qui générait une lumière blanche, un champ magnétique blanc, ça formait un globe translucide autour d'elle et tout l'équipage, les membres de l'équipage la suivaient, ils avaient ce globe, on pouvait se tenir la main et devenir une seule et même entité. C'est en se tenant la main qu'elle me disait, elle envoyait un rayon de lumière dans ma cervelle et les mots s'appuyaient sur ma cervelle physiquement par une super gravitation et j'entendais ce qu'elle me disait simplement comme si elle appuyait sur des touches dans mon cerveau et je recevais les mots. Il n'ouvrait pas la bouche pour me dire ces choses-là. Et ce que je devais apprendre, c'était que ce langage était mis par la lumière, une lumière tactile. On pouvait toucher presque cette lumière, puisque la lumière me touchait. Elle touchait mon cerveau très délicatement. Et donc, cette dame m'a appris énormément de choses, notamment à voyager dans l'espace-temps à travers un disque volant. Ce qui était complètement dingue, c'est que j'atterrissais dans un désert par période. Elle m'envoyait dans ce désert et je ne savais pas pourquoi. C'était ultra physique. Par contre, c'était hyper physique. Il n'y avait rien d'astral là-dedans. Il y avait un tunnel blanc, une sorte de vortex qui s'ouvrait et j'étais éjecté dans le désert. Je la voyais, elle, à rester dans le disque volant, dans l'ouverture
dans l'ouverture. L'ouverture se fermait et tout le disque disparaissait en un point de lumière, comme quand on éteignait les anciens postes télé des années 60. On éteignait, ça faisait une lumière, et paf, il y avait un tout petit point, et c'était ça, il n'y avait plus rien, et je voyais le décor. Au début, il y avait eu le disque, et je voyais plus le disque, je voyais tout le décor, c'était de la ferraille, et sur ma droite, il y avait un ancien village, type grec un peu, ou alors les anciens villages en Israël, et je pense que soit ça pouvait être soit un village dans la mer Morte, parce qu'à la mer Morte, il y a aussi il y avait des constructions comme ça, à Engedi, etc. Donc là, je ne sais pas si j'étais en Grèce, à la mer Morte, ou alors en Israël, mais en tout cas, j'étais projeté, curieusement, par une super force magnétique grâce à un champ, projeté dans le corps d'un homme qui avait au moins 50 ans. Il avait une barbe, il avait un bâton, il avait des sandales, il avait une espèce de grosse robe rêche. Et je devenais cet homme, et ça a été un mystère total pour moi, une panique totale, parce que de l'autre côté, là où j'avais atterri, je savais que c'était la nuit, et là, le ciel était d'un bleu incroyable, j'avais une chaleur sur ma nuque, c'est une chaleur d'au moins 50 degrés, oui, et je devais marcher vers ce village, mais des fois, j'empêchais le corps de marcher dans ce village, parce que j'attendais pendant au moins 1 heure que le vaisseau revienne, et l'être, j'essayais de le téléguider, mais des fois, je n'y arrivais pas parce qu'il fallait demander. Je n'avais pas accès à toute sa mémoire, à cet être. Et je devais aller dans ce village, et là, je rencontrais des êtres avec des bâtons, pareil, des bâtons, une sorte de bâton de berger. Ils avaient des grandes robes, pareil, marron ou grises. Et on descendait des marches en terre battue, et on prenait de l'eau dans des bols, dans des jarres, on versait dans des bols, et on buvait. Et ils parlaient de quelque chose que je ne connaissais pas. Et ça, c'est des bribes qui me sont restées, qui semblaient être très importants, et qui faisaient partie de cette mission que j'avais de les surveiller. Et je n'ai jamais compris ce que j'ai fait pendant au moins 7 à 8 ans de ma vie avec ça. Il y avait différentes situations. Parfois, j'arpentais les rues de ce village, je voyais des pauvres. Ça sentait une odeur de l'huile d'olive cuite que j'ai identifiée des années après, quand ma mère, une fois, s'est servie pour la première fois de l'huile d'olive qu'elle avait fait cuire dans une poêle. J'ai dit, tiens, ça sentait c'est ce qui m'apparaissait quand j'atterrissais dans le disque. Et je répète que ce disque était un engin réel, c'était pas du tout de l'astral. Et je disais, il y avait des émanations de cette huile d'olive cuite, et j'ai découvert en recherchant plus tard que ce qu'on nommait le maître de sagesse Ben Pantera, on avait découvert à la mer Morte des fioles d'huile d'olive. Donc c'était certainement pour certains rituels sacrés qui, selon Bushby, dans la Bible fraude, disait qu'il y avait eu plusieurs messies et qu'il y en aura d'autres, plusieurs messies. Ça, je n'y attendais pas non plus, parce qu'à l'époque, je ne m'occupais pas du tout de ça. Mais de plus en plus, je vois qu'en fin de compte, d'anciens philosophes devenaient réellement appartenant à des civilisations anciennes, des sortes de porte-parole, de messies qui leur permettaient d'échanger avec le peuple certaines informations. Donc je pense que c'est de cela qu'il s'agit avec moi. Pourquoi j'ai vu ces êtres, pourquoi j'ai vu ces disques volants, et que j'ai su tout de suite que ce n'étaient pas des extraterrestres, mais bien des êtres transfigurés par l'énergie libre du vaisseau. Alors, une petite question sur cette transportation donc, dans le corps d'un autre. Est-ce que tu as réussi à te situer à quelle époque tu étais? Est-ce que tu étais transporté dans le corps d'un autre à l'époque moderne, ou est-ce que c'était vraiment dans le passé? Ah oui, c'était le passé terrible, parce que même ça m'a créé des complexes, c'était d'une pauvreté totale. Et moi, ce que je prenais pour une pauvreté, c'est que c'était très naturel, en fait. Il n'y avait pas... ils buvaient avec des jarres, ils mettaient ça dans des bols d'eau, etc. Non, c'était de la terre battue où ils étaient... et j'ai bien vu que c'était un passé très ancien, quoi. Alors, je ne sais pas de combien, si c'est de 1000 ans, si c'est de 2000 ans, j'en sais rien du tout. Mais ça a à voir... ce qui est étonnant, c'est que dans l'enquête que j'ai faite à propos de Ben Pantera, de cet homme sage, représentant peut-être Jean le Baptiste, j'en sais rien du tout, c'est ce qu'on dit, mais ça peut très bien être autre chose. Eh bien, en fait,
on appelait ce Ben Pantera l'étoile. Et il quittait le village pour aller voir quasiment une étoile, quoi. Et j'ai pensé que le vaisseau, c'était l'étoile. Donc, il y a des interrelations à travers le passé et des écrits que j'ai découverts qui font partie d'un plan où moi-même j'allais, comme par exemple cette personne dans le Jura, j'ai plus le nom, mais je te le dirai peut-être, il faudra que je récupère le document que j'ai qui a vu des êtres encapuchonnés type religieux. Je me suis même demandé si à un moment donné, il n'y avait pas des gens du Vatican qui possédaient les Rukma Vimana de l'ancienne Atlantide, qui les avaient reconstruits avec les nazis, puisqu'on sait que le Vatican est très nazi, et pourquoi pas un conseil, un synode, quelque part, qui serait incrusté dans le Vatican depuis la nuit des temps et qui aurait formé le Vatican pour prendre nos pensées spirituelles, s'en abreuver et perdurer une sorte de race qui s'empare du monde depuis la nuit des temps, comme le dit Jacques Vallée, et qui fait qu'ils sont très riches et très puissants, dit Jacques Vallée, donc ils sont au fond des océans, ils sont dans des dômes, etc., et se font passer pour des extraterrestres. Et ce serait ça le secret des anciens dieux, une aristocratie mi-religieuse, mi-politique, qui finalement allez, gouverne du monde depuis la nuit des temps. Je suis d'accord avec Jacques Vallée pour ça. Lui, c'était quand même c'était un astrophysicien très réputé. Et c'est son ami Maurice Châtelain qui en parle dans un de ses livres, de ce que dit Jacques Vallée. Et c'est ce que j'ai découvert même, moi-même, avant même que je ne découvre ce que disait Jacques Vallée. Donc là, il faut comprendre que si les nazis ont découvert cette société secrète, forcément, s'ils ont volé l'énergie libre et les condensateurs d'Iscodione de Nikola Tesla et autre chose encore à travers des Rukma Vimana, à travers des anciens manuscrits cachés dans des sanctuaires, forcément, il y a les dessins de tout ça, ils ont pu reconstruire les Vimana, et c'est pour ça qu'Hans Kammler, en 1944, avec Schauberger, a construit des disques volants. Schauberger, c'était les mêmes projets que Nikola Tesla, donc de toutes les façons, quand il a fait ses disques volants, Schauberger pour les nazis, quand la Gestapo est venue le chercher, c'était encore pour perdurer ce que cette race nous cache, mais dans un empire où ils avaient l'or, parce que cette ancienne race adore l'or, adule l'or, et donc ils continuent, perdurent leur empire atlante ou hyperboréen, décadent, pour, en arrière-plan des banques, pour gérer le monde et le système solaire, très certainement. Il ne faut pas être étonné de ça, il faut maintenant avoir ce genre de pensée, curieusement, pour se réveiller. On ne peut pas lire les revues qui seraient du protocole de Sion, qui te raconteraient des salades. Y a-t-il de la vision? Non, y a-t-il ceci? Tout ça, c'est faux, évidemment. Au fur et à mesure de chercher, j'ai compris. Même le plus grand conférencier du monde, Jordan Maxwell, dit qu'il y a des gens sur Mars. Alors maintenant, et j'ai un livre de la Bhagavad Gita qui nous annonce qu'il y a une super race sur la Lune. Donc là, c'est plus possible maintenant de penser autrement que ça. Donc George Adamski, quand il dit qu'il y a une super race sur la Lune, c'était vrai. Et quand Howard Menger a dit qu'il y avait des gens sur Mars, il les a rencontrés, c'était vrai. Donc voilà, il faut arrêter de nous raconter des conneries. On nous cache l'énergie libre, c'est pour ça qu'on ne dit pas la vérité. Les Rothschild, Rockefeller, avec les Khazars, qui représentent les Khazars, qui sont des pilleurs, des pires que les Vikings, c'est eux qui ont fondé l'ordre nazi. Donc ils nous coupent, ils nous sapent, et on n'a plus à penser à l'énergie libre. On est nivelé au consortium pétrolier, les voitures de course, les écuries de voitures de course, etc., pour te dire ça, alors qu'en fait, c'est pas ça. Derrière le moteur à essence se cache le moteur à énergie libre de Nikola Tesla, qu'il avait commencé à construire fin des années 1800. Voilà, l'antigravité. Voilà, et il faut en arriver là absolument, vite fait, bien fait, parce que là, on va être si on ne devient pas un surêtre, un homme surnaturel, un méta-humain, on sera tué maintenant. Voilà, déjà des gens ont été tués en annonçant le moteur à eau, en annonçant ceci et cela, comme Nikola Tesla a été ruiné, comme Reich, qui avait eux aussi, lui, quand il était prisonnier des Américains, on lui a demandé de construire des disques volants. Donc voilà, et même Howard Menger a dit que le gouvernement américain voulait faire croire que les disques volants étaient extraterrestres, parce qu'ils ont découvert quelque chose. Même Howard Menger, le contacté par soi-disant des extraterrestres, Howard Menger après a réfléchi. Et il s'est dit, mais non, ça peut être qu'une civilisation très évoluée qui possède ces disques volants, peut-être même pas des extraterrestres, ça viendrait de la Terre. Voilà ce qu'il a formulé dans les derniers temps de sa vie. Incroyable. Alors,
Peter, ce qu'on va faire, on va revenir fin des années 60, début des années 70. Donc, si j'ai bien tout suivi, hein, tu nous as Oui. dit que ça a duré 7-8 ans. Donc, Oui, d'ailleurs, je ça s'est voudrais dire arrêté. une Oui, anecdote vas-y. là-dessus. Je te coupe. J'ai su que l'opération Philadelphia avait existé du fait d'une expérience qu'on a vécue avec toute ma famille quand mon père était donc contacté, que moi, je pouvais aller dans ces disques volants. Un jour, on entend un moteur d'un petit avion taxi, ces petits avions taxi qui faisaient du bruit autrefois, qui de temps en temps, ils transportent des banderoles, puis on entend le bruit, le ronflement de l'avion avec son hélice, etc. Eh bien, on était en train de manger pendant 10 minutes, on a entendu ce moteur qui ne s'en allait jamais. On est tous descendus de la maison. Et qu'est-ce qu'on a vu? Un petit avion taxi gris qui, en fait, ne bougeait absolument pas de place. Il restait en sustentation dans l'air. Ce n'est que des années après, en étudiant Tesla, avec sa boîte noire, là, sa fameuse boîte mystérieuse, et les boîtes noires vues par Rosalind C. et Gösta Karlsson en Suède, des pilotes possédaient cette boîte noire à côté d'un engin, soit en sustentation, soit émettant un champ de force. Je pense que la boîte noire de Nikola Tesla, c'était d'ailleurs, Charles Berlitz dit que un des gradés de l'US Navy, à un moment donné, avant l'expérience de Philadelphia, a transporté une petite boîte noire entre ses mains dans l'USS Eldridge E-173 pour faire l'opération Philadelphia. Donc, ça, on le devine. Et donc, les mystérieuses boîtes noires proviennent de ce secret de Tesla. Et dans une bande dessinée de Batman, il y a le professeur Doomer qui présente à l'US Navy qui a fait l'opération Philadelphia, une boîte noire qui générait l'antigravité. Batman est prisonnier de cette boîte noire, il vole dans les airs parce que le Joker s'en est emparé. Et ça, c'est un code. C'est un cryptogramme de concepteurs, puisqu'on sait, je l'ai dit dans l'article que les gens vont lire, que tout le monde de la culture a été infiltré pour mettre des informations et pour nous obliger à penser que tout n'était que de la science-fiction. Et c'était Michael Aquina qui a fait ça, un des plus dangereux au niveau de l'opération de contrôle, de mind control pour la guerre froide. Et c'est Michael Aquino, voilà. On me dit Michael Aquino, c'est Michael Aquino. Donc, ça, c'est Roseanne Barr, que j'ai découvert aussi par hasard quand j'écrivais mon deuxième tome sur l'affaire pour détourner finalement les informations. Elles ont été mises dans des comics américains de ce type-là, de ce qu'on voit là, un comics Captain Action par exemple, où il parle de choses réelles. Et tout a été mis là-dedans pour nous faire croire à la science-fiction. C'est comme ça, quand une information échappe à leur contrôle, ça se retrouve dans des trucs de science-fiction. Et là, la personne qui va dire bah, j'ai vécu ça, tu lis trop de science-fiction, tu vois trop de séries de science-fiction, etc., hollywoodiennes, alors qu'en fait, Hollywood était le siège même de l'imaginaire. Je lirai quelque chose sur l'imaginaire tout à l'heure de Rudolf Steiner pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit et quelle est cette guerre qui est menée contre l'imaginaire des peuples. L'imaginaire, c'est Dieu, en fait. C'est ce que j'ai découvert récemment. Donc, l'avion ne bougeait pas. Il est resté pendant un quart d'heure en sustentation dans le ciel avec le bruit qu'il faisait. Et je me suis dit, des années après, qu'on avait installé un dispositif de type Tesla pour qu'il reste en sustentation dans l'air, mêlé à son moteur. Alors ça, ou est-ce qu'il était pris dans une espèce de boucle temporelle Non, c'était... J'ai compris qu'en fait, la technologie comme me montre depuis que je suis petit, est cette technologie anti-gravité. C'est ça qu'il fallait que je comprenne à travers les disques volants. Donc cet épisode-là, c'était pour que toi, tu comprennes un message à travers cet événement. Absolument, mais j'ai mis des années à comprendre, parce que là, j'étais tout petit, j'ai mis des années à comprendre, même ma mère s'en souvient encore, que les technologies d'aujourd'hui, si elles sont reliées à celles de Nikola Tesla, peuvent devenir, c'est-à-dire créer l'énergie infinie, quoi. Alors, donc je te posais la question qui était à partir de quand ça s'est arrêté? Donc tu as dit ça a duré 7-8 ans. Qu'est-ce qui a fait que ça s'arrête? C'est l'école qui a fait ça. Quand tu es rentré au collège? Oui, quand je suis allé à l'école, il y avait des ordres donnés à l'école qui fait qu'ils essayent de maîtriser ton cerveau pour des fausses informations qui n'ont rien à voir avec la réalité, pour créer un marasme. C'est-à-dire, alors là, j'ai un document, je vais te montrer. Le lycée, ça vient de lycée qui était une école philosophique
de pensée vivante chez les Grecs, qui était auprès du temple d'Apollon, qui a été repris par les francs-maçons. Le terme était Nicée, c'est Lycaon, l'homme loup. L'homme loup, Thierry Namuno nous dit que Adolf Hitler se faisait appeler Monsieur Loup, et même on a su que les petits-enfants de Wagner appelaient Adolf Hitler Oncle Loup. Donc c'était une préparation à travers la franc-maçonnerie de devenir l'homme loup pour toi, pour moi, c'est-à-dire s'abreuver d'une connaissance mais déficiente, c'est-à-dire inverse au niveau de notre évolution, parce que eux cherchent à évoluer à travers le chamanisme, la magie noire et des connaissances ésotériques très particulières définissant l'homme comme étant un surhomme et aussi une bête, quoi, la bête. Donc Lycaon, c'est ça, Lycaon. Lycaon, c'est lycée. Lycée vient, il nous donne un savoir, une sorte de mangeoire pour l'intellect, afin qu'on n'œuvre qu'avec l'intellect et plus la partie droite du cerveau qui maîtrise l'onde de forme, c'est-à-dire la forme pensée. Si vous avez accès, un artiste, il a accès à la forme pensée, mais aujourd'hui, on essaye d'éteindre même à travers les artistes cette forme pensée, à travers l'art, par exemple. Moi, comme je suis peintre, je sais qu'à travers la peinture, tout à coup, on a éteint ça, et des fausses galeries, des faux profs d'art plastique ont mis l'abstrait, la dégénérescence de l'art, pour plus qu'on retrouve l'image onirique et archétypique qui permet l'élévation de l'esprit instantanément, et pour retrouver le nord, la mémoire intemporelle, c'est-à-dire de cette terre éternelle d'Arcadia. Lycaon est situé, on nous dit dans le mythe de Zeus, sur la terre d'Arcadia. Et Lycaon est la civilisation dégénérée devenue homme-loup et anthropophage, ce que fait les nazis, justement, sont devenus anthropophages, l'homme-loup. Donc la connaissance qu'on nous déverse, c'est une fausse connaissance dans les lycées, une fausse mémoire que l'on emploie, ce n'est plus la mémoire cellulaire pour devenir phénoménal et vivant à travers notre âme. Ce qui est employé là, c'est la maîtrise de l'imaginaire pour plus barrer l'imaginaire et ne construire que des hommes pour rechercher les têtes, les chercheurs de têtes, quoi, qui font les mathématiques, mais les fausses mathématiques, pas celles de Nikola Tesla, plutôt celles, on pourrait presque dire, employées par intuition par Albert Einstein. On a souvent nous a suriné qu'Albert Einstein avait dit ceci ou cela. J'ai découvert que c'est même pas lui qui a dit ça, c'est ce groupe en arrière-plan qui met Albert Einstein en avant pour nous couper de Nikola Tesla, parce que c'est Nikola Tesla qui tirait souvent les oreilles de Albert Einstein pour lui dire mais non, et tu te trompes, c'est pas ça, c'est comme ça que ça marche. Et donc Albert Einstein a été élevé par Nikola Tesla jusqu'à l'opération Philadelphia, à travers laquelle Nikola Tesla a démissionné parce qu'il s'est aperçu qu'on devait mettre des 33 cobayes humains sur l'Enridge, donc il est parti. Et quand on le retrouvait mort chez lui, c'était certainement un attentat. Ouais, que je comprenne bien, c'est donc pour toi, c'est le fait d'être rentré au lycée, l'enseignement du lycée qui a finalement... Les werewolves, c'est nazi, cet enseignement est nazi. Oui, mais par rapport au fait que tu pouvais rentrer dans ces vaisseaux et être transporté dans le passé, ça a fait quoi en fait? Ça a interféré avec... Ça a disrupté mon imaginaire qui est devenu, qui a généré finalement au fur et à mesure du lycée des ondes plates. Mais quand j'ai su que le lycée, à la fin, ceux qui avaient des diplômes, faisaient le bizutage, etc. Le bizutage, ce n'est ni plus ni moins que ce que font les hommes loups dans les sociétés secrètes qui tiennent le monde dans leurs mains à travers les lycées, pour la pensée limitée de l'homme. Il ne génère plus, et c'est ce qui m'est arrivé, il ne génère plus la forme pensée, mais j'ai eu de la chance, j'ai fait des tableaux. Je ne m'occupais pas de ce que me disait le prof, je dessinais tout le temps sur les marges de mes cahiers, etc. Je passais mon temps ça, j'avais des heures de colle. Et donc, petit à petit, j'ai renoué en lisant certains livres de Sri Aurobindo, de tas de gens de l'époque qui avaient fait Auroville, d'ailleurs, La ville sans argent, avec la mer, etc. J'ai repris mon état presque de yogi, mais j'ai mis des années à me reconfigurer jusqu'à aujourd'hui pour ressouder ma mémoire intrinsèquement, c'est-à-dire retrouver ce feeling qui est très dur à faire, puisque quand ça se sépare de l'émotion générant la longueur d'onde à travers le plexus solaire, il faut tout recodifier son être pour le mettre en marche, un peu comme une sorte de, comment on peut dire, de source secrète, retrouver cette source
c'est le plus dur parce qu'on a été formaté après avec des ondes provenant de l'extérieur. Et moi, tous ces ondes, ça m'a balayé parce que j'étais trop hypersensible. Alors, comment est-ce que tu expliques, je vais te prendre mon cas personnel, parce que j'essaie de comprendre hein, ton raisonnement. Comment est-ce que tu expliques que moi, par exemple, mon imaginaire, j'ai le sentiment qu'il a justement explosé au moment où je suis rentré dans le lycée. J'ai jamais été aussi créatif que ces trois années de lycée. Tout dépend de la créativité de laquelle tu parles. Moi, je parle d'une force phénoménale qui me transforme quasi instantanément en un autre être, ce que j'avais dans les vaisseaux. Donc, pour générer le champ magnétique, ça passe par l'os. Tu vas jusqu'à l'os dans ta personne. Le squelette est comment on peut dire, une roche. C'est un roc. Le squelette, c'est l'état de conscience minérale. Et tu dois mourir pour atteindre cet état de conscience minérale, comme si tu mourais vraiment dans tes 7 nexus, c'est-à-dire les nexus de pure énergie qui sont incrustés dans le corps de chair, jusqu'à l'os. Donc, il faut entrer en résonance. Comme tu dis, moi, je pouvais faire des images, je peux toujours faire mes images de forme pensée, ultra physique pour les transformer en tableau. Je n'ai jamais appris à peindre, il n'y a pas besoin de diplôme pour nous faire croire, là, qu'il y a maintenant les gens qui ont des diplômes, c'est des gens qui font de l'art abstrait, mais c'est complètement stupide, c'est faux. On leur donne des diplômes pour occulter des gens comme moi, justement. Il ne faut surtout pas que je parle, il ne faut surtout pas que je dise ce qui se passe, ni par la forme pensée, tout ça. Donc la créativité, si tu veux, elle n'est, comme le dit Bruce, il n'y a aucun intellect. C'est la créativité pure qui passe directement, que tu peux rendre phénoménale, comme par exemple Michel-Ange pouvait faire une statue de la Pietà, par exemple. Il mesurait tout et il savait tout ce qu'il allait faire. Je parle de quelque chose de phénoménal, comme les animaux sont phénoménaux quand un jaguar court à 90 km/h, etc. Je dis que c'est phénoménal dans ce sens-là. Je ne parle pas d'une connaissance ou d'une création reliée imaginaire intellect. Je ne parle pas de ça. Ce qui m'est arrivé, moi, c'est l'accident, si tu veux, temporel, spatio-temporel, où, alors on me dira, mais pourquoi les disques volants ne viennent pas me chercher? Parce que c'est à moi de connecter ça tel que j'étais avant, quand je suis venu dans ce monde, c'est-à-dire en état pur et simple d'être phénoménal. C'est ça qu'il faut que je trouve et que c'est pour ça que je fais ce yoga, etc. Je retrouve cette densité quand même dans certains aspects. Toi-même, si tu as une impression de déjà-vu, tu peux retrouver cette densité, mais il faut maintenir l'impression de déjà-vu. Si elle s'en va, si elle s'effiloche, c'est déjà trop tard. Ouais, je comprends. Alors, du coup, ton père, lui, est-ce que tu sais s'il a continué à être enlevé par ces disques volants ou le fait que toi, tu y ailles plus, ça s'est complètement... Non, mon père était en communication avec quelque chose toute sa vie, et même quand il est mort, j'ai pu voir où il était. J'ai même dû combattre dans l'univers de la décorporation pour lui, pour qu'il passe d'un monde à un autre, parce qu'il était en danger. J'ai vu le danger qu'il y avait dans un univers invisible de son côté, et j'ai pu combattre une force maléfique qui provenait de ma grand-mère du côté de mon père, qui était une magicienne, une sorte de sorcière qui m'interdisait de... En fait, au début, même, je crois qu'elle a voulu me tuer, parce que ma mère m'a raconté cette histoire, et c'était une vraie sorcière. Alors là, il y a un phénomène inexplicable qui s'est passé avec cette grand-mère. On la voyait avec ma sœur, les yeux bleus-verts. Pendant toute notre enfance, on l'a vue comme ça, et on nous a annoncé il y a pas si longtemps que ça qu'elle n'a jamais eu les yeux bleus-verts, elle avait les yeux noirs, etc. Donc là aussi, ça nous a posé un problème avec ma sœur, parce que nous, on l'a réellement vue avec les yeux. Donc il y avait une entité, et je ne sais pas du tout ce que c'était, mais qui s'accaparait, parce que cette femme-là était très très méchante, c'était une sorcière noire, quoi, très méchante, fondamentalement, et de temps en temps, elle nous attendait avec des tessons de bouteilles au coin de la rue, et donc on était obligé de passer dans des commerces pour passer derrière une autre porte, ma mère la voyait, quoi. Et on a été attaqué plusieurs fois par cette sorcière qui faisait des sortes de psalmodier des choses, de magie noire, et donc j'ai vécu ça quand même. Ça aussi, ça me parle dans le sens où quand je vois des films comme Grimm, par exemple, c'est exactement le héros Grimm, quand on voit ce qui m'est arrivé, et j'arrive pas à comprendre. Je vois ce que je vois, je dis ce que je dis. Et dans la série Grimm, ça m'a interpellé parce que je voyais quand j'étais petit des hommes à tête d'Anubis qui venaient
quand je traversais un passage entre deux falaises crépusculaires, je voyais une porte de métal, de bronze ciselé, et j'entendais des grincements de dents, des pleurs, c'était des cris horribles. Et tout à coup, des hommes à tête de chacal, donc des hommes à tête d'Anubis, venaient me repousser en me disant des insanités. Mais je pense que c'était pour me coller une trouille totale, pour pas que j'arrive vers cette porte de l'enfer. Curieusement, Rodin a fait une porte, ce genre de porte que j'ai vue, après avoir lu l'enfer de Dante, quoi. Donc je pense que je suis relié à tout ça. Et je n'en ai pas parlé dans mon deuxième tome, je voulais en parler dans le livre que je faisais sur Grimm, pour dire qu'il y a un épisode de Grimm où on voit ces hommes à tête d'Anubis exactement les mêmes. D'ailleurs, il y a un ancien film des années 1914, ou je sais pas quoi, dans un tombeau, où on voit un homme devenir exactement ce que j'ai vu quand j'étais petit. Et là, j'ai su que cette série était cryptée. Curieusement, l'héroïne qui découvre le sarcophage d'un homme à tête d'Anubis s'appelle Veronica Getz. Et Veronica Getz, Vera, voilà, Vera Getz. Vera vient de Véronica, Vera veut dire vrai, la véritable image, la véritable icône veut dire Véronique, mais Vera Getz, c'est-à-dire les vrais portails. Vera veut dire vrai et Getz veut dire portail. Donc il y a un code dans cette série qui annonce que moi, ce que j'ai vu, et des fois je n'en reviens pas de ce que je vois d'Hollywood, comme par exemple le code Adamski que j'ai découvert, alors qu'en fait tout est vrai, puisque ces êtres aux petits doigts raides dont on voit les photos dans les hôpitaux existent réellement. J'ai même mangé avec un de ces êtres qui m'a dit Peter, tu as raison. Curieusement, j'ai ce petit doigt pareil, j'ai la griffe celtique, ce qu'on appelle la griffe celtique, parce que tu appelles la griffe celtique. Et il me dit, curieusement, je suis attiré par le nazi. Je dis, c'est une mémoire viking. Tout ce qui est nazi, c'est viking. De toutes les façons, ils pillaient comme les nazis, on les appelait les envahisseurs, les vikings. Et il relie cette mémoire, et ils étaient devenus quasiment les maîtres du monde, d'une certaine manière. Et le contexte va jusqu'à l'Hyperborée, puisque le royaume nazi, disons, a recherché, comme Lanz von Liebensfield, par exemple, nous dit qu'il a trouvé des documents d'hommes grands blonds aux yeux bleus, à l'image des dieux, hyperboréens, donc des documents hyperboréens, couplés à des stations de force et d'émission et des organes électriques. C'est ce qu'on voit dans la série Les Envahisseurs. Et j'ai été étonné de ma découverte puisque c'était ça. C'est ce qu'on voit finalement. Et c'est les condensateurs et la soucoupe volante, c'est le condensateur discoïdal de Nikola Tesla dans le premier épisode qui atterrit devant David Vincent. La voiture de David Vincent, c'est une Galaxy Ford. La Ford Galaxy, il faut savoir que Ford était complètement d'obédience nazie. Hein, c'est lui qui a financé le nazisme, qui a envoyé les chars, etc., qui a financé le nazisme, ça on le sait, tout le monde le sait. Et c'est incroyable de voir une Ford Galaxy et de dire que ces êtres viennent d'une autre galaxie. C'est un code, c'est un cryptogramme qui nous montre le disque volant de Nikola Tesla atterrir dans la voiture et piloté par ceux qui sont au petit doigt raide, dont ils avaient volé les plans de Nikola Tesla. Alors tout ça, c'est ce que tu décris dans tes deux tomes, le Code des envahisseurs, où c'est vraiment très très bien expliqué. Et je vous invite à commander les livres de Peter Knight là-dessus. C'est vraiment passionnant. Mais moi, je voulais revenir sur cette fameuse grand-mère, parce que ça m'intrigue quand même cette histoire. Parce que, en plus, j'ai le sentiment, la façon dont tu l'as décrit, c'est presque qu'elle agissait de façon effectivement maléfique, mais moi, ça me donne l'impression qu'elle le faisait peut-être pour te protéger de quelque chose et pour t'empêcher d'aller vers une certaine voie. Parce que je vais te poser une question, et comme ça nous permet de mieux comprendre. Quand tu disais que ton père avait été donc envoyé en Amérique du Sud, qu'il a été élevé là-bas par une société secrète, etc., c'est quand même sa propre mère qui l'a envoyé là-bas, donc ta grand-mère. Quel était son objectif à elle? Tu l'as su ou... La grand-mère, j'ai enquêté, je sais ce que c'est horrible. La grand-mère ne cherchait que les postes d'influence très importants, d'hommes influents très importants, comme la police, l'armée, et voilà, elle était qu'avec ça. Et donc, elle a cherché ce domaine-là parce que quand ils sont partis au Brésil, elle a dû se sentir un peu perdue. Elle s'est connectée par les commissariats de police, puisqu'elle connaissait beaucoup de commissaires de police, malheureusement, et toutes ces conneries-là de notre civilisation.
dans le sens, je dis pas que les commissariats de police c'est des conneries, mais je dis que elle prenait ça d'une certaine manière avantageuse pour elle, pour régner sur le monde, le petit monde qui l'entourait. Moi, par exemple, je peux te dire qu'elle a failli me tuer. Quand j'étais bébé, ma mère l'a senti tout de suite et elle m'a raconté cette histoire. Elle est montée tout en haut, j'étais en train de dormir tout en haut et elle était venue étendre du linge dans le jardin. Et tout à coup, elle voit la vieille, comme elle l'appelait, monter rapidement et elle a su qu'elle allait faire quelque chose sur moi. Vite, elle est montée, elle est montée, elle est montée. Et déjà, c'était fait. Elle avait fait certainement un talisman et je ne sais quoi sur moi. Et au moment où elle me prenait du berceau, ma mère a dit: qu'est-ce que tu fais, la vieille, etc. Parce qu'elle l'a traité comme ça. Et elle lui dit: rends-moi Pierre. Enfin, donc elle m'a redonné. Et au bout de la pièce, en diagonale, j'ai recraché un liquide, comme dans l'exorcisme. Et elle m'avait déjà possédé d'une certaine manière. Mais il faut savoir quand même que à peu près de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 35 ans, j'ai fait le même cauchemar d'une ombre noire qui montait les escaliers pour venir me tuer. Ben ça, c'était ça, ce qui s'est passé. Mais ma mère a évité le pire, pas ce qu'elle aurait fait. Et donc, j'étais surveillé par des forces obscures rien qu'en venant dans ce monde, parce que je trimballais quelque chose à dire aux gens, et on m'en a toujours empêché. C'était toujours des forces particulières que j'ai même rencontrées dans le domaine de l'ufologie à l'heure actuelle. D'accord, ok. Donc c'est plus clair. Alors par contre, quand ton père est décédé et que tu as hérité de ses affaires, est-ce que tu as eu des réponses dans les affaires de ton père? J'ai eu des réponses incroyables. Quand mon père est mort, il est venu me voir. Il était en costume blanc. Il est passé par la cage d'escalier en intrigravité et il m'a annoncé qu'il voyageait partout et que c'était formidable, alors que c'était incompréhensible cette histoire de ce qu'il me disait. Et il m'a dit le premier prophète dans la Bible, c'était Abraham. Et il fallait que je comprenne quelque chose à travers Abraham. Donc je me suis mis à chercher. C'est à partir de là que je commençais à chercher vraiment ce qui m'arrivait depuis que j'étais petit avec mon père, pour qu'il m'annonce cette histoire d'Abraham. Donc Abraham, à l'envers, ça fait Brahma. Donc on se retrouve encore en Inde et curieusement, je cherchais, je suis allé en Inde à l'âge de 18 ans. Je suis tombé par hasard sur comment on appelle ça, là, les ashrams l'ashram de Sri Aurobindo, grâce à justement, curieusement, à un grand blond qui m'a emmené directement parce qu'il voyait que j'étais en train je voyageais comme ça sans rien et je devais marchander un chauffeur de taxi pour m'emmener je ne sais où. Et dit: ben, viens avec nous, on va prendre un hôtel avec mes amis. Je viens tous les ans là, à l'ashram de Sri Aurobindo. Comme ça, on sera ensemble dans un hôtel. Et c'est ce qui s'est passé. Ils m'ont aidé pour que moi le faire marchander pour rentrer dans un taxi. Là, je peux pas, moi. C'est impossible. Donc en fait, il s'est passé cette chose, c'est que même en Inde, j'ai reçu quelque chose. Donc c'était un parcours qui me menait à différentes stations de ce que moi je devais incarner certainement, au final ce que je dois incarner certainement, puisque je ne connaissais pas vraiment Sri Aurobindo à l'époque, j'ai appris en voyant les gens qui tenaient sa bibliothèque, etc. Et j'ai compris finalement que Sri Aurobindo, c'était un homme très en avance sur son temps et qui avait transcendé en quelque temps dans son corps physique. Et après, il est parti consciemment, c'est-à-dire devant un miroir, il est parti en état de yogi. Il est rentré en apnée et mort comme ça, en s'extirpant de son corps. Et il avait écrit énormément de livres. Moi, je lisais ses livres quand même avant d'aller en Inde. J'ai lu quand même ses livres. Mais je ne savais pas, quand j'étais arrivé, que l'ashram de Sri Aurobindo était là. Je ne savais pas du tout. C'est encore des sortes de phénomènes de hasard, de ce grand blond aux yeux bleus qui m'a amené là-bas, etc., à Auroville. Et donc là, je pense qu'il y a des indications qui font que ce que j'étais quand j'étais petit, finalement, j'étais plus réel avant d'aller à l'école. D'ailleurs, moi, quand je me réveillais, quand je passais mon temps dans le désert, dans le corps de cet homme, je venais, l'engin revenait me chercher avec cette chef d'équipage, cette femme. Il y avait des hommes et des femmes dedans. Et ça me réintégrait
dans la chambre. Et le fait que j'avais été un homme avec un bâton dans un désert, j'étais réintégré, réinitialisé dans mon corps. Je savais, je ressentais l'air, je ressentais le vent sur mon front. Donc que le champ magnétique m'avait incorporé à mon être, mais que c'était quasiment magique. Et moi, j'avais quasiment pas dormi de la nuit. Soit j'attendais pendant 1 heure et demie que le disque volant, je forçais l'homme à attendre ce disque volant, j'allais pas au village, ou soit j'allais au village et quand je revenais, je colportais une aventure, quoi. Et quand j'arrivais à l'école, je trouvais tout plat, tout fade, tout con, quoi. Tu m'étonnes. Non, mais voilà, et voilà dans quoi je suis à l'heure actuelle et pourquoi j'écris des articles et ce que je fais à travers des codes. Tu vois, par exemple, je te montre, je lis ces bandes dessinées, par exemple, tu vois, Marvel, et bien rien que ça, c'est le code de ce qu'a dessiné Nikola Tesla dans ses vaisseaux à turbine. Tu verras que le vaisseau à turbine sphérique, on le voit là. On appelait Nikola Tesla le sorcier de l'électricité et l'homme qui est en combinaison or, c'est pas par hasard, l'or fait que l'électromagnétisme passe à travers le corps et protège le corps en même temps, eh bien, il s'appelle le sorcier. On appelait Nikola Tesla le sorcier de l'électricité. Et voilà le vaisseau que l'on voit. Tu vois, le vaisseau, c'est ça. Et c'est ce qu'on voit là avec la bande dessinée. C'est la même chose. Et c'est une coupe du vaisseau de Tesla avec un gars casqué dedans, exactement comme on le voit en 1969 dans cette bande dessinée de la Marvel. Mais Stanley était un initié de toute manière. Oui, il était très certainement plus que ça. Pour moi, il faisait partie de la Grande Loge du Vril. Donc la Grande Loge du Vril nous montre quasiment Flash Gordon avec le soleil sur la poitrine. Et ça nous donne ce que je voulais te dire là, qui est très important quand même de le savoir, c'est que cette bande dessinée de Stanley Lieber où on voit un H sur la cagoule donc de cet homme, à la fin on s'aperçoit que c'est Adolf Hitler en 1963 qui n'est pas mort. Donc c'est dit maintenant par Bob Baer, moi je l'avais dit avant lui, 2 ans avant lui dans mon premier tome, il n'est jamais mort Adolf Hitler dans le bunker, c'était faux tout ça. Et maintenant, le membre de la CIA, Bob Baer, nous le dit aussi. Et curieusement, je suis tombé sur un document avec les H, qui est l'élite mondiale de type nazi, avec tous ceux qui, Heinrich Himmler, Hitler, et Schoffer, qui avaient tous des H. Et c'est simple, je peux te dire exactement ce qu'il en est. La lettre H était censée désigner les élus, les missionnés de la démarche hitlérienne, ce qui d'ailleurs se passe à l'heure actuelle, justement, c'est les sociétés secrètes qu'avait bâti Hitler, c'était d'obédience nazie à l'époque, dans les années 20, 30, etc. Ces sociétés secrètes, comme Land von Liebenfeld, elles étaient orientales. Et toutes les sociétés secrètes d'obédience orientale, ceux d'obédience nazie à l'heure actuelle, c'est les mêmes, elles perdurent à l'heure actuelle et veulent le nouvel ordre mondial, l'état surhumain comme le pangermanisme des H, de l'élite des H le voulait. C'était un pangermanisme qui faisait que c'était le mythe du surhomme qui devait influencer le monde par l'élite mondiale, ce qui se passe à l'heure actuelle, qui est le nouvel ordre mondial, l'ex-ordre nouveau d'Adolf Hitler. Et les H, on le retrouve dans l'affaire Humo. C'était quoi le H? Voilà, le véritable H nazi, qui était le point qui tenait le glaive à l'origine, mais après qui était le glaive sur les boucliers, comment on appelle ça, les armes nazies, c'était l'insigne de la 9e SS Panzer Division Hohenstaufen. Donc, et on voit la soucoupe, la Fémous, ils ont enlevé le glaive pour barrer le H comme ça, mais c'est d'obédience hitlérienne. Ils ont donc le moteur à énergie libre et une des personnes que j'ai rencontrées en allant dans des conférences qui me connaissaient, il m'a contacté et il m'a donné un secret d'une de ses connaissances qui se fait appeler Anjus, qui est en fin de compte l'anagramme de Janus, la déité duale de l'Empire romain. Ce n'est pas étonnant, hein, romain, puisque après les nazis ont récupéré cette connaissance des Romains.
pour les saluts aux dieux, que ce soit aux dieux de l'Olympe, qui est la recherche à l'heure actuelle. Le Concile de 300 s'appelle les Olympiens, donc on en retrouve à l'Empire nazi mêlé de l'Empire romain avec l'aigle. L'aigle, qui se faisait, c'était un des surnoms d'Adolf Hitler, l'aigle, et l'homme à tête de loup, le lycaon. Et donc, on en arrive à comprendre par quoi on est dirigé à l'heure actuelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet Anjus dont m'a parlé cette connaissance, qui est Janus, en fait, comme je le répète, avait été contacté par des disques volants frappés de la croix gammée ou de la tête de loup. Lui, il a dit de la croix gammée et d'autres insignes qu'on ne connaît pas des nazis. C'était ça. Et donc, je l'ai su par cette. Donc, il y a bien ces disques volants. Et l'affaire Humeau, avec le faux langage extraterrestre, les premiers langages synthétiques qui ont été faits, cryptés, de nature cryptée pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est Hitler qui les a créés pour parler une autre langue. Donc, tout le langage de l'affaire Humeau se retrouve dans l'affaire Humeau. Or, en Espagne, l'affaire des grands blonds aux yeux bleus de l'affaire Humeau n'était que des nazis, puisqu'on sait très bien qu'Adolf Hitler voulait contacter le président, le roi d'Espagne, le totalitaire, comment il s'appelle, Franco. Donc, on s'est dit que Adolf Hitler a pu rencontrer Franco, puisque déjà il était recherché, il a très bien pu y aller en Onbu, c'est-à-dire le disque volant reconstruit de Nikola Tesla. C'est là où on peut comprendre que Nikola Tesla, de toute façon, son disque volant fonctionnait. On le sait très bien si on regarde l'émission de 5 minutes qu'il y a d'un Espagnol qui nous parle du disque volant de Nikola Tesla qui pouvait aller sous l'eau, dans l'air, etc. Et c'est ce que, justement, les nazis ont demandé à Schauberger de reconstruire un tel disque qui allait sous l'eau et dans l'air et dans l'espace, puisque on sait que ces disques générant un champ magnétique peuvent ricocher sur les champs magnétiques des planètes et se régénérer avec ça. Donc là, il faut savoir que l'affaire du groupe Grand Blond aux yeux bleus d'Espagne, avec ce symbole de la 9e Panzer Division nazie, c'est l'affaire Humeau, et il se disait venir de la planète Wolf. Les Wolf, les hommes loups, le lycaon. Voilà, on a la boucle se ferme et on a tout le renseignement de par quoi on est dirigé en arrière-plan. Ça serait l'OMU, une organisation clandestine, axiale, qui opérerait dans l'espace, et c'est pourquoi Maurice Ketchum-Jessup, quand il a annoncé qu'il voyait des cratères lunaires se transformer en dômes, c'était le projet du SS redoutable, nous dit Richard Soder, un SS redoutable qui avait fait donc exploser l'Angleterre avec les V2 et qui se retrouve à la tête de la NASA pour l'opération spatiale lunaire appelée Apollo. Et là, on est en plein dans les Apollons Lykéios. Ce SS redoutable, ce n'est pas prisonnier de guerre, rien. Il est utilisé par l'Axe en arrière-plan, un ordre de l'Axe, une société secrète clandestine décrite par Jacques Vallée. Et c'est bien ça qui se passe à l'heure actuelle. Ils ont l'énergie libre. Je suis même pas loin de penser, donc comme je t'avais dit au téléphone, que l'empire Khazar de Rothschild, de Rockefeller, etc., c'est d'abord la prise de pouvoir du champ magnétique de la Terre, de cette énergie libre, pour nous l'interdire et nous niveler au consortium pétrolier et aux produits chimiques de Bill Gates. Voilà, pour nous rendre malades. Alors, en parlant des comics là, que tu nous as d'ailleurs présentés depuis tout à l'heure, je crois qu'il y en a un particulièrement précis sur ce que faisait Nikola Tesla, en tout cas sur la pensée de Nikola Tesla. C'est ça. Donc là, j'ai trouvé un comics traduit en français qui nous montre ce qu'il se passe en arrière-plan de cette connaissance mis dans la culture pour nous faire croire qu'il s'agit d'aventures purement de fiction. Et en fait, c'est la réalité. Et si on le voit à plein, si on reçoit le message à plein, on évolue. Si on pense en arrière-plan dans notre dualité que c'est de la science-fiction et que ça n'est pas vrai, on ferme notre regard intérieur et on n'évolue plus. C'était ça dans la guerre froide, l'opération MK Ultra Monarch, qui fait que on est dans une situation liée à l'imaginaire. Donc là, je vais montrer quelque chose dont tu m'as parlé. Donc ce comics,
Je vais montrer l'image, je vais mieux faire, je vais montrer l'image. C'est une histoire donc dessinée par Brian Hitch et imaginée par Brian Hitch de Flash, qui fait partie de la Ligue de Justice, dont Superman, Flash, Green Lantern, la Lanterne Verte, Green Arrow, la Flèche Verte. Et on a, à un moment donné, quand on tourne les pages, il est prisonnier d'une boucle temporelle et il voit que tout explose, Flash. C'est dû à un dispositif de type Tesla, curieusement, parce qu'il n'a pas été bien manœuvré. Et voilà ce qu'on nous raconte, c'est à cette page-là où on voit ce dispositif. On le voit là, le dispositif, je pense. Voilà. On voit ce dispositif qui est une sorte de, comment on peut dire, de machine avec un hublot. Et voilà ce qui est dit dans cette page. Découvert comment contrôler l'énergie du point zéro grâce à un seul appareil. Comme Prométhée, nous apportons le pouvoir des cieux sur Terre pour ses habitants, capables de contrôler la gravité et la force. Cet outil révolutionnera l'armée et l'industrie. C'est un vrai message, puisque Tesla parlait du point zéro et de l'énergie gravitationnelle. C'est exactement la même chose, avec des vols sans carburant. Ce que disait Tesla quand il a construit son disque volant, il a dit qu'il n'y aura plus besoin de vols avec des carburants. Donc, on a ça, qui ne coûte rien. Il disait ça aussi, qui ne coûtait rien. Il suffisait de mettre des petites tiges métalliques, chacun dans son jardin, pour être en relation avec l'antenne de Nikola Tesla. Cet appareil nous emmènera vers les étoiles. Il a dit ça, Nikola Tesla. Et donc, MacArthur, après, a repris ça pour, soi-disant, une guerre que j'ai d'ailleurs marqué, curieusement, dans le top secret numéro 74. J'avais le discours de comment il s'appelle, MacArthur. Voilà ce que dit ce qui a été dit par le docteur Frank Stranges, qu'on voit d'ailleurs dans un épisode de la série UFO Alerte dans l'espace, parce que tout est dans la culture, hein, placé et ordonné par Michael Aquino et ce que dit Roseanne Barr à travers cette culture où on a été tous conditionnés à croire que c'était de la science-fiction. Donc voilà, le même docteur Frank Stranges a cité les mystérieuses paroles que le général Douglas MacArthur prononça en octobre 1955 lorsqu'il fut invité par Achille Lauro, le maire de Naples, au Waldorf Astoria Hotel de New York, mettant en relief une invasion future de soucoupes volantes. Il faut savoir que le SS Werner von Braun a dit que quand on nous annoncera que c'est des extraterrestres qui nous attaquent, ça sera faux, ça ne sera pas des extraterrestres, parce qu'il avait été déçu par la NASA qui l'avait manipulé, donc il a dit cette information. Alors voilà ce qui met en relief donc Achille Lauro, le maire de Naples. Le jour suivant, l'Euro relaie leur conversation de 45 minutes à la presse, déclarant que MacArthur a exprimé la croyance qu'un jour le peuple de la Terre se trouvera face à une confrontation extraterrestre. Le New York Times du 8 octobre 1955. D'après l'Euro, les seuls commentaires que MacArthur a fait sur la prochaine guerre furent qu'il n'avait aucune idée de la forme qu'elle pourrait prendre. Certains journaux comme le Chicago Tribune ne reproduisirent qu'une brève portion de ses commentaires sous le titre « MacArthur craint une guerre spatiale ». Le 12 mai 1962, MacArthur, lors d'un discours connu comme le discours Devoir, Honneur et Pays, au cadet de l'Académie militaire US à West Point, à l'occasion de sa réception du prix Sylvanus Thayer, il fait une nouvelle fois allusion à la possibilité d'une confrontation extraterrestre dans le futur. Nous avons maintenant affaire non seulement à des choses de ce seul monde, mais aux distances illimitées et aux mystères jusqu'ici encore insondés de l'univers. Nous atteignons une nouvelle frontière. Les paroles de Star Trek, l'ultime frontière, l'espace inconnu, c'est dans ce discours, nous atteignons donc une nouvelle frontière sans limite. Nous parlons en termes étranges d'harnacher l'énergie cosmique, de faire travailler pour nous les vents et les marées, de purifier l'eau de mer pour votre boisson. Harnacher l'énergie cosmique, c'est le langage complet de Nikola Tesla. Et ce qu'on retrouve là dans cette bande dessinée, ici, là, il dit donc avec des vols sans carburant qui ne coûtent rien, cet appareil nous emmènera vers les étoiles, une machine merveilleuse qui rendra notre monde plus sûr et plus propre.
grâce à vos investissements, à votre implication, nous serons capables de produire en masse et de miniaturiser cette technologie. Peut-être un jour pourrons-nous même avoir notre propre corps pour rivaliser avec celui des Green Lanterns, c'est-à-dire de devenir un méta-humain, un super-héros. Nous sommes donc, avec le pouvoir que cet appareil offre à l'humanité, il n'y a plus de limite. Ce que disait Nikola Tesla. Donc là, on est dans le réel imaginaire, et c'est pour ça que je vais te lire maintenant en finale ce que disait Rudolf Steiner à propos de l'imaginaire, comme l'a révélé Bruce Lee. Il disait qu'il fallait qu'il suscitait entre la réalité et l'imaginaire pour incarner ce surhomme qu'il était. Juste avant de lire ce passage-là, est-ce que tu peux montrer la couverture du comics, si ça peut intéresser certains internautes? Numéro 11 de Rebirth Justice League. Il faut que ça soit marqué Rebirth, parce qu'il y a plusieurs niveaux de cette Justice League. J'ai plusieurs Justice League où c'est pas Rebirth. Là, c'est Rebirth, c'est le numéro 11, il faut acheter le numéro 12. Mais je crois que j'achèterai le numéro 10 parce que ça commence un peu avant. Mais il faut vraiment comprendre ce qui se passe dans l'univers de la culture pour devenir soi-même ce méta-humain, comme c'est dit exactement les paroles de devenir un Green Lantern, qui veut dire un super-héros. Or, le Green Lantern, si on vous regarde le film de Green Lantern, regardez donc le film de Green Lantern, il s'agit de la lumière verte. Et la lumière verte, c'est très important pour tout chercheur au niveau, que ce soit de l'alchimie ou que ce soit de ce rayon vert. Ça fait partie de la terre secrète et qui concerne notre énergie libre. C'est pour ça que même le film de Green Lantern est très intéressant à regarder, avec qui fait partie de ce monde des comics américains, parce que c'est une réalité. Et là, maintenant, je lis ce qui est l'imaginaire, le degré de l'imaginaire découvert par Rudolf Steiner dans les années 1910-1920. La liberté consiste à mouvoir ses muscles dans le monde extérieur à partir des os. C'est un peu le discours de Bruce Lee. N'est pas libre celui qui suit ses pulsions et ses instincts. Il faut être très conscientiel. Presque notre métaconscience doit diriger tout ce que nous représentons. Chair, os, esprit, souffle. Souffle. Dans la gnose, c'était le souffle, le pneuma qui était révélé. Donc, n'est pas libre celui qui suit ses pulsions et ses instincts. L'homme libre se règle sur les exigences et les nécessités du monde qu'il faut d'abord aimer, avec lequel il lui faut établir une relation. Ceci s'exprime au travers de l'imagination du système osseux. Imagination du système osseux, ça va très loin. C'est le système osseux qui ressent les pensées vécues. Ces pensées vécues sont ressenties par l'homme tout entier et puis plus particulièrement par tout ce qui constitue l'homme terre, l'homme solide. Car en fait, il faut partir de ce qui est l'éther pour devenir solide, et c'est ce qui fera qu'on générera le champ magnétique au niveau du corps. On épousera le champ magnétique de la Terre. En fin de compte, c'est le champ planétaire. On vise le champ planétaire de la Terre pour incarner l'ultime corps qui est super magnétique. C'est ce que j'ai compris quand j'étais dans les disques volants. Donc, certaines personnes ont voulu illustrer mes livres et m'ont montré toutes sortes de choses. Donc, il dit, je dis cela afin que vous compreniez que même dans les pensées ordinaires, c'est l'homme tout entier qui est intéressé. Si l'on passe de la pensée à l'imaginaire, on en fait l'expérience dans le système musculaire. L'inspiration est ressentie en participant à la vie de ses organes. Les organes, n'oublions pas que j'ai découvert, c'est entre le circuit imprimé, ce sont les ampoules, les glandes qui s'illuminent, chargées d'une onde électromagnétique qui est la signature, celle que Doc Savage émet, c'est celle que j'émettais dans les disques volants et que les pilotes émettaient pour me la transmettre. C'est une longueur d'onde. Dans Doc Savage, il est dit, dans les romans de Doc Savage, que ça ressemble au chant d'un oiseau exotique à travers les branches des arbres dans les forêts ou le vent à travers les feuilles. Et c'est exactement ce que j'ai entendu. J'entendais le vent qui circulait, qui venait jusque sur mon corps physique à travers mon front et qui était généré par les corps de ces pilotes transformés en champ magnétique. C'est-à-dire ces pilotes avaient ce champ magnétique, une projection du champ magnétique due à la colonne centrale de l'engin qui tournait, dont le champ magnétique, que je le voyais, tournait sur lui-même parce qu'il était d'une densité absolument incroyable. Il faut arriver au monde de la densité à partir de l'éther qui ne pèse rien. Ça paraît pas croyable, mais c'est pourquoi on est dans le monde de la densité, pour faire ce dernier effort
presque surhumain de devenir un méta-humain. Alors, il dit, si l'on passe de la pensée à l'imaginaire, on en fait l'expérience dans le système musculaire. L'inspiration est ressentie en participant à la vie de ses organes. Quand il est question d'inspiration, il ne faut surtout pas oublier l'axiome naturalia non subturpia, qui fait que, c'est-à-dire, c'est la nature qui n'est pas morbide, quoi, qui est finalement essentielle, qui est, là, il dit que ça n'est pas inférieur, quoi. Car les plus belles inspirations seront éventuellement vécues à l'aide des reins ou d'autres organes inférieurs. Ainsi, les connaissances d'un ordre supérieur font appel à l'organisme humain tout entier et seul peut se faire une idée de ce que sont l'imagination et l'inspiration, celui qui saisit que l'imagination est tout à fait semblable à l'activité physique car elle fait travailler le muscle. Ainsi, une véritable imagination est comme un véritable travail physique. C'est pourquoi il existe une corrélation entre le travail physique et l'imagination. Donc, quand MKUltra a voulu relier notre imagination à des fausses informations, on était déjà perdu. En 1945, lors de l'opération Paperclip, c'est Reinhard Gehlen qui gérait ça. Et donc, tous les nazis qui se sont mis à travers l'imagination à travailler pour être plus que nous, ils nous ont détournés dans l'intellect. Et c'est ces fameuses écoles, le lycée, l'ICAON, l'homme-loup, où on devient... avec ce qu'on appelle l'hyperconsommation à manger n'importe quoi parce qu'on ne sait même plus ce qu'on mange, les substances que l'on ingère nous dévient de l'imaginaire pur pour transcender et pour accomplir ce que l'on est ici sur le plan concret. C'est-à-dire c'est l'imagination qui est Dieu et ce n'est pas comment dire, ni le sexe, ni la bouffe, ni ceci, ni cela. Il faut vraiment entrer en résonance électromagnétique avec le système nerveux, l'être neural que l'on représente à travers le système nerveux et les neurones et conduit jusqu'à l'os une nouvelle incarnation de l'être qui sera l'incarnation méta-humaine future de l'être que j'écris dans Les pions humains du jeu d'échecs de Mars. Pourquoi je donne la raison de ce qu'est la Thundervril que j'ai fondée, que j'ai créée, pour qu'on accomplisse cette chose peu commune, passer par l'imaginaire pour devenir un méta-humain, c'est-à-dire tout ce que vous lisez dans les comics, vous pouvez le devenir. Vous pouvez devenir Superman, vous pouvez devenir Spider, vous pouvez devenir ce que vous voulez. Ça sera vous qui travaillerez point par point, à la nanoseconde près, pour cibler dans votre pensée l'image que vous représentez. Cette image deviendra vivante et ça sera ça, votre statut de l'image intérieure qui deviendra la vitrine même de votre être et s'animera à partir de ce qui sera l'impression de votre être, par la compression aller chercher cette image et l'expression de cette image deviendra vivante. C'est ça, être fait à l'image d'un Dieu ou à l'image de Dieu. C'est l'id, entité qui marque votre être, qui fait que le programme cosmique qui est intégré à cette image se manifeste. C'est ça le secret des hommes-dieux dans ces disques volants qui m'ont parlé. Et ce que n'avait jamais dit Georges Adamski, donc j'ai pensé que Georges Adamski a été détourné de son imaginaire à lui pour proposer à l'extérieur une race extraterrestre afin qu'on extirpe l'énergie qu'il aurait dû concrétiser en lui-même pour devenir comme ses pilotes, mais il ne l'a pas fait. Il a même certainement été tué à la fin. On a retrouvé mort d'une crise cardiaque. Mais je pense que ça n'était pas du tout des extraterrestres, mais des méta-humains. Et comme le dit Jacques Vallée, c'est bien cet axe central qui nous domine à l'heure actuelle pour nous faire prendre quelque part des vessies, pour jouer avec nous. Mais si on ne découvre pas nous-mêmes la vérité, on sera entraîné à une soi-disant cause extraterrestre et on adulera comme un Jésus-Christ extérieur, alors qu'en fait, Tesla avait dit dans son discours fin des années 1800 à la radio, il avait dit qu'on était tous des Christ. Et c'est bien ça, tout vient du KRST Horus de la gnose dans les pyramides, qui faisait que plusieurs niveaux étaient transcendés, comme le dit Bruce, il faut passer plusieurs niveaux parce qu'on est sans limite. Plusieurs niveaux étaient transcendés pour accéder au Christ Horus, KRST Horus, l'homme oiseau, qui en fin de compte était l'image très ancienne du phénix que l'on représente, c'est-à-dire l'oiseau de feu électromagnétique. Et on a un personnage méta-humain électromagnétique qui est le phénix dans la série Grimm. On le voit apparaître, il a une charge électromagnétique
et on le considère comme ayant des pouvoirs. C'était le phénix, mais il devient un être de feu comme une torche vivante. Et dans des anciens manuscrits, on dit qu'il aurait brûlé Rome. Disons que c'est pour faire une certaine publicité, mais quand même, les Romains adulaient les 12 dieux de l'Olympe et tout ce qui était les pouvoirs surhumains de ces dieux, Zeus, etc. Donc là, on comprend qu'il faut manifester la puissance qui manie le squelette, qui est la charge électromagnétique de la Terre. Ce n'est pas notre intellect qui maniera le squelette, pas du tout. C'est une charge d'une puissance phénoménale que l'on doit absolument aujourd'hui manifester. Sinon, les gouvernements sombres nous manipuleront comme au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Ok. Écoute Peter, je crois que j'étais très ambitieux sur cette émission. Je pensais qu'on allait pouvoir, en tout cas qu'on allait avoir le temps de pouvoir parcourir un peu toute ta biographie jusqu'à aujourd'hui pour mieux comprendre qui tu es. Oui, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein, donc on aura vu voilà, les 15 premières années de ta vie jusqu'au lycée. Et ce que je te propose, c'est que dans une prochaine émission, dans 3 mois, comme ça permettra de parler de Génération Cité d'Or numéro 3, on fera une deuxième partie sur tes années étudiants, voilà, et ton entrée dans la vie active, pour voir comment est-ce que tout ça se traduit par rapport à tout ce que tu nous as raconté, par rapport à ton approche ufologique, etc., etc. Et puis comment est-ce que tu arrives à trouver ce code Adamski. Voilà. On va faire ça comme ça, parce qu'on est déjà quasi 1h03, 2h d'émission. Donc je pense qu'il va falloir laisser le temps aux gens d'ingérer tout ça et de digérer toutes ces informations que tu nous as données. Voilà, de faire le tri. Chacun prend ce qu'il a envie dans ce que tu as dit. Il faut quand même dire que le code Adamski, quand je l'ai annoncé à Roy Tinos, l'acteur qui a joué dans la série Les Envahisseurs, il a écrit la préface de mon second tome et il dit bien que j'ai raison. Ils ont inséré les images du code Adamski dans la série Les Envahisseurs. Donc, je l'avais vu que par intuition. Personne ne m'avait rien dit de tout ça. Mais lui-même le dit dans cette préface de mon deuxième tome. C'est lui qui a écrit la préface, c'est Roy Tinos lui-même, l'acteur de la série Les Envahisseurs. Et j'ai été sidéré. D'ailleurs, curieusement, la première fois qu'on a voulu le mettre avec Louis Courteau, c'était un traducteur. Nous, on avait déjà traduit ça grâce à une amie en Suisse, son discours à Roy Tinos. Il n'avait même pas dit ça, il avait enlevé de dire tu as raison Peter, il y a bien le code Adamski, il avait été mis dans le studio, tous avaient lu les livres d'Adamski, ils avaient été tous obligés de lire les livres d'Adamski. Il faut quand même aussi savoir que le réalisateur pilier de la série, Andrew McIntyre, avait été suivi, il était pilote de bombardier, rattaché au Patagone, il avait été suivi par d'énormes disques volants de couleur sombre au-dessus de l'Italie dans la période de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a là ce code Adamski dont on devait parler pleinement. De toute façon, dans les livres, ils peuvent le lire, les lecteurs peuvent trouver ces informations. C'est qu'en fait, on est relié dans l'ufologie au code Adamski et que ceux qui sont contre moi à l'heure actuelle, ils peuvent toujours se riner qu'ils ont raison, que c'est des extraterrestres. Mais si on reprend les paroles de Jacques Vallée, non. Il faut découvrir que c'est bien l'énergie libre qui transforme un homme en méta-humain et on devient un être sidéral, ultra-luminique et atteignant une perfection sans limite à travers l'univers. C'est les ions et les tachyons qui font ça. Notre corps peut changer, donc on ressemble à la fameuse chenille qui, par compression dans une chrysalide, et j'ai vu cette chrysalide, les pilotes m'ont montré la chrysalide dans laquelle j'étais. C'est de l'or pur, une gangue que les initiés appellent la toison d'or. Et d'ailleurs, Hercule avait battu, c'est alchimique, il dit qu'il a combattu le lion de Némée, et la peau du lion est faite d'or, et les griffes, la crinière est faite d'or pur. C'est l'émanation de la gangue d'or qu'on a à l'intérieur de soi. Il faut savoir de quoi on est composé. Le corps ultime, c'est la lumière d'or en soi, c'est la gangue, une gangue reliant les os. Et c'est ça
qui fait qu'on entre en compression et qu'on peut devenir, en tant qu'unité de carbone, le diamant que je voyais devenir ces pilotes. Ces pilotes étaient devenus des diamants. Ils généraient une lumière totalement transparente, translucide, avec un champ magnétique translucide généré par la colonne centrale de l'UDIS, que je le dis. Donc j'ai su que c'était des amis, d'une certaine manière, qui aidaient mon père. Moi, je ne sais pas s'ils m'aidaient vraiment, mais j'ai quand même eu des rapports avec cette équipe et cette race qui est sur la Terre parmi nous et se font passer pour des gens. Ça peut être très bien le banquier du coin, ça peut être très bien. Et après, ils vont chercher leur disque volant quelque part. Je sais que par des amis qui étaient, dont la femme avait été enlevée, Andromeda, qui a été enlevée par OVNI Attention Danger, on en parle d'Andromeda. On avait discuté beaucoup avec eux parce que c'était des amis quand on était allé dans les Vosges, et ils disaient qu'ils avaient rencontré un de ces agents spatiales, enfin un agent spatial, qui leur avait donné une carte. Il voulait leur donner une carte. Cette carte était super magnétique. Elle pouvait appeler un vaisseau dans l'espace, un vaisseau qui était dans l'espace. Donc il y a ça sur la Terre. Personne n'en est conscient. On pourrait dire que c'est comme dans Stargate ou comme dans ceci. Non, non, c'est la réalité, puisque maintenant on sait que toute la culture a été investie par cette race, cette organisation qui nous contrôle à l'heure actuelle et qui ne pourra rien faire de toute façon à un moment donné, parce que la race humaine doit renaître de ses cendres comme le phénix. C'était les moines de l'abbaye de Grimbergen, là, cette bière qu'on voit avec le phénix. C'était en latin, c'était le mot que le feu ne consume pas. Et c'est ça ce qu'il y a en nous, c'est le feu qui ne consume pas, c'est le phénix qu'on doit incarner maintenant. Et je dis qu'il faut le faire assez rapidement avant la fin des temps, parce que la fin des temps, c'est le commencement d'un autre temps. Et c'est ce commencement-là pour nous, l'être, le phénix qu'on doit incarner. Ça serait ça, le véritable secret du cas d'Adamski, si on devait dire, ce ne sont pas les Vénusiens extraterrestres, c'est nous-mêmes, avec les disques volants de Tesla. C'est nous-mêmes qui avons perdu notre héritage de Tesla, qui voulait, avec Vivekananda le sage, faire une humanité à énergie libre, se transformant et mettant les longueurs d'onde, pouvant générer la chrysalide d'or pour notre propre transformation, comme la chenille qui, sur le plan concret de la troisième dimension, devient un papillon. Nous sommes des êtres papillons, nous sommes des phénix vivants. Et maintenant, il faut le reconnaître à travers les comics américains, ce que veulent dire ces super-héros. C'est ce message intégral, intégré à soi, ce vrai message que l'on devrait retrouver. Je dis le message pour toute l'humanité à l'heure actuelle à travers ton émission, Antoine, c'est que tu es un peu le Saint-Antoine de Padoue, puisque en fait, il faut récupérer le souvenir qu'on avait perdu de cela. Trouver ce souvenir, c'est retrouver le Nord, l'axe nordique, l'axe polaire, pour devenir unipolaire, c'est-à-dire ce petit cosmos vivant qui doit changer le monde des ténèbres en monde de lumière. Voilà. Et donc le commencement pour vous, eh bien, ça va être de découvrir tout ça dans l'article de Peter Knight de l'énergie libre à la méta-humanité, article que vous allez pouvoir retrouver dans Génération Cité d'Or numéro 2. Mais pour ce faire, eh bien, il faut précommander le numéro avant le 18 août, c'est ça qui est important pour qu'on puisse sortir le magazine au format papier, sinon il sera disponible uniquement au format PDF. Et vous allez voir, c'est quand même plus agréable la lecture sur papier. Et puis voilà, si vous voulez aussi l'intégralité de l'article de Peter, eh bien là, il faut faire bouger la communauté, et de façon à ce qu'on parvienne à atteindre le cap des 1000 précommandes. Mais là, l'urgence, c'est déjà d'atteindre les 500 précommandes. On n'en est même pas encore à la moitié. Pour que tout le monde puisse bénéficier de la connaissance de Peter. En tout cas, Peter, je te remercie d'avoir participé à cette émission. C'était vraiment très riche d'enseignements. Encore beaucoup de questions en tête. D'ailleurs, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo YouTube. Et puis, on retiendra peut-être les meilleures questions pour la deuxième partie que l'on fera avec Peter sur sa deuxième partie de vie à partir de sa vie étudiante. Voilà. On réorganisera une émission où on ira encore plus loin dans les révélations. Voilà, Peter, merci encore une fois, et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt, Antoine, et merci pour tout. C'est avec un grand plaisir. Allez, ciao à tous, et puis à très bientôt sur Miasma TV.